Madame, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Regard sur le Monde. L'élection présidentielle du 5 novembre 2024 aux États-Unis pourra à nouveau se jouer entre deux anciens rivaux de la présidentielle de 2020, coiffé cheveux blancs. Le démocrate Joe Biden, président sortant et candidat à sa succession, et le républicain Donald Trump, ex-locataire. Le candidat puissamment investi lors de la convention tenue du 15 au 18 juillet 2024. Mais à 4 mois du vote, eh bien, le duel Biden-Trump tourne déjà au vinaigre, sortant justement du cadre agréé du joute oratoire politique pour descendre dans l'arène de la violence politique redoutable. En témoigne la tentative d'assassinat visant Donald Trump en plein meeting électoral en Pennsylvanie le 13 juillet 2024. Depuis lors, les républicains font bloc derrière leur martyr politique. Même les fondeurs rentrent dans les rangs de soutien sans faille. Chez les démocrates, le choix est officiellement de soutenir Joe Biden, mais ses faiblesses cognitives font la semence de son impopularité, entretenant de plus en plus le doute sur sa capacité mentale, voire même physique, à assumer sans défaillance un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'État le plus puissant du monde, donc les États-Unis. Alors, Madame, Messieurs, vous avez donc compris que notre émission tourne autour du thème « Élection présidentielle aux États-Unis ». Quelle perspective! Alors, pour en débattre, je reçois donc le docteur Jonathan Ndout-Mangom, qui est donc géopolitologue, enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo. Et bien entendu, à ma gauche, il y a M. Norbert Ngouamezui, qui est donc éditeur fondateur de l'hebdomadaire Onkou le Messager et du site d'information gabontamtam.com. Voilà donc, docteur, Monsieur le géopolitologue et Monsieur l'éditeur. Alors, soyez donc les bienvenus sur ce plateau. Merci. Nous allons parler, comme je viens de l'annoncer, de l'élection aux États-Unis avec tous les rebondissements, surtout sur le plan de la violence qui nourrissent l'actualité politique des États-Unis. Alors, pour ce faire, nous allons donc partir du document sur la Convention. D'accord ? Pour rentrer dans le débat. OK? Donc, messieurs, suivons ce document. À 4 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, le Parti républicain a tenu son congrès estival majeur dans le Wisconsin, l'un des États clés dans la course à la Maison-Blanche et susceptible de faire basculer le résultat final de l'élection du 5 novembre 2024. Sa couleur politique est traditionnellement démocrate et c'est cette tribune que Donald Trump a choisi de confirmer son emprise totale sur le Parti républicain. À peine 2 jours après avoir survécu à une tentative d'assassinat en Pennsylvanie, c'était samedi 13 juillet 2024. Sans mot dire, large sourire aux lèvres, assis majestueusement comme un vrai chef incontesté, Donald Trump s'est bien montré avec son oreille bandée devant un parterre de républicains médusés totalement acquis à sa cause. Il renoue ainsi avec les bains de foule. À l'ouverture de la convention lundi 16 juillet, Trump a officialisé son colistier, le sénateur de l'Ohio, James David Vance. Au deuxième jour des travaux, les fondeurs de l'ex-président décident de rentrer dans les rangs et 2 de ses principaux rivaux pendant la primaire républicaine lui apportent leur plein soutien. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps d'accord avec Trump pour voter pour lui, a déclaré Nikki Haley, ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et ex-gouverneur de Caroline du Sud. Ron DeSantis, le gouverneur conservateur de l'État de Floride, considéré l'an dernier comme le principal rival républicain de Donald Trump, a été salué avec ferveur quand il déclare que Joe Biden était trop vieux pour diriger les États-Unis. Cette scène d'harmonie des ténors du Parti républicain marque le contraste avec un parti démocrate miné par des divergences à propos du maintien de Joe Biden comme candidat. Tellement sa prestation jugée désastreuse lors du débat face au bulldozer Donald Trump le 27 juin 2024. Une prestation qui fait les choux gras sur ses facultés mentales et sa capacité à conduire le paquebot USA, pendant que l'unité envers le chef incontesté Donald Trump s'exprime clairement au cours de la convention républicaine qui consacre sa domination absolue sur le Parti républicain. Mais en tout état de cause, l'on ne peut s'abstenir de dire que, quel que soit le vainqueur du scrutin, le nouveau président, entre Trump, 78 ans, et Biden, 81 ans,
il s'agira du président élu le plus âgé de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Messieurs, vous venez donc là de suivre un peu l'actualité brûlante aux États-Unis. Alors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Assistons à un éventuel et probable retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bon, dire que nous assistons à l'éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est peut-être aller vite en besogne, si tant est que la vérité en politique, la vérité de 6 heures n'est pas celle de 16 heures. Il y a bien des choses qui peuvent changer entre-temps, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des facteurs qui peuvent nous conduire à l'élection de Trump. Ces facteurs ne sont pas des facteurs purement politiques, mais ces facteurs sont liés, par exemple, à un environnement qui est en train de conditionner effectivement la probable victoire de Donald Trump. Je veux parler, par exemple, de cette tentative d'assassinat. Je veux parler, par exemple, de ces nombreuses affaires en justice. Et vous savez, il y a le président Ouad qui avait dit que un procès qui ressemble à un procès politique, on ne le gagne pas devant les tribunaux, on le gagne devant l'opinion. Le fait que Donald Trump soit à chaque fois traîné, je ne dis pas qu'il est blanchin, je ne dis pas, mais je dis le fait qu'on le traîne souvent en justice lui donne une espèce d'icône dans l'environnement politique américain. Et de ce point de vue, il passe pour être une victime dans l'opinion, au sein de l'opinion. Et ce procès qui concerne, bien entendu, des affaires dont il pourrait être responsable. Ces procès qui font de lui peut-être le coupable, en attendant qu'on prouve sa culpabilité, mais le présumé coupable, mais le grandissent beaucoup plus sur le plan politique. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est cette tentative d'assassinat. Cette tentative d'assassinat, on aura le temps de revenir là-dessus, mais en même temps, je pense que après le débat qu'il a su mener face à Biden, qu'il a dominé de bout en bout, et arrive donc cette tentative d'assassinat, ce sont là les ingrédients qui peuvent faire changer le point de vue de l'opinion politique ou le point de vue de l'électeur américain et faire de Donald Trump, enfin, faire en sorte qu'il revienne au niveau de la Maison-Blanche. Je veux dire par là qu'au-delà des sondages, au-delà même du vote proprement parlé, mais il y a dans l'environnement, il y a un environnement qui est en train de conditionner le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, en prenant en mon compte les arguments que vient de développer Jonathan, je voudrais ajouter que il y a deux faits caractéristiques qui marquent l'histoire de la société américaine. Il y a d'abord le conservatisme et l'aventurisme. Et Donald Trump incarne ces deux caractéristiques. Le conservatisme, pourquoi? Parce que les sociétés occidentales dont font partie les États-Unis d'Amérique reposent sur le principe de chacun pour soi, Dieu pour tous. Et sur l'aventurisme. Et les deux mêlés font ce que les Américains appellent le rêve américain. Et Donald Trump incarne ce rêve américain. Je ne serais donc pas surpris qu'il soit réélu pour faire un mandat supplémentaire ou 2 autres supplémentaires à la Maison-Blanche. Parce que les Américains sont fondamentalement conservateurs. Et ils aiment l'aventure. Ils sont d'autant plus conservateurs que les thèses véhiculées par Donald Trump reposent sur la lutte contre l'immigration, le sexisme, la baisse des impôts pour les milliardaires, puisqu'il en a un, sur le mépris des autres races, disons les choses clairement. Or, les Américains adhèrent à ces thèses-là. Ils adhèrent aussi à la thèse selon laquelle, dans la vie,
chacun doit se débrouiller pour réussir et pour parvenir. Donc, ces deux ingrédients réunis, ou ces deux caractéristiques réunies, ajoutées aux arguments que Jonathan a développés, m'amènent à croire qu'il est possible que ce monsieur, qui pour moi est assez dangereux pour le monde entier, il est possible qu'il revienne à la Maison-Blanche. Pourquoi vous dites qu'il est dangereux pour le monde entier? Il est assez dangereux pour le monde entier. Pourquoi? Il est dangereux, je l'ai dit tout à l'heure, par les thèses qu'il développe et qu'il véhicule. Et ces thèses sont, on en parlait sur un autre plateau, ou bien sur celui-ci, ces thèses sont le moteur de la dynamique qui fait en sorte que des courants suprémacistes, des courants racistes, des courants xénophobes prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde à partir de l'Amérique. Donald Trump est celui qui soutient tout le mouvement d'extrême droite, aussi bien en Europe qu'en Amérique latine. Donc c'est pour cela que je soutiens qu'il est dangereux pour le monde entier. Et il est dangereux pour le monde entier parce que tout en ayant été président des États-Unis d'Amérique, il a été dans le déni de la démocratie en faisant prendre d'assaut le Capitole et en refusant son échec à l'élection présidentielle d'il y a de 2020. 2020. C'était en 2020. Et moralité, d'autres s'en sont inspirés. Bolsonaro au Brésil s'en est inspiré. Celui qui est à présent président de l'Argentine n'est pas loin de là. Donc c'est pour cela que je dis que cet homme est dangereux pour le monde entier. De l'unilatéralisme qu'il développe dans les relations internationales, je pense qu'on en parlerait. Bien sûr, on va en parler. En faisant de l'Amérique un seul pôle à partir duquel doivent se diffuser et la démocratie, et les droits de l'homme, et les libertés, et les valeurs, le modèle économique, ça fait beaucoup de choses qui me font dire que ce monsieur est dangereux pour le monde entier. Mais question, bien avant Trump, on a toujours vu les États-Unis très expansionnistes de ces valeurs, disant que ce sont eux le modèle des meilleurs du monde, bien avant Trump. Vous savez que dans plusieurs situations, il y a le mal et le pire dans certaines situations. Les États-Unis sont gouvernés depuis qu'ils se sont constitués par deux grands courants, deux grands blocs politiques, les démocrates et les républicains. Et à chaque fois que les républicains s'emparent du pouvoir, on assiste à ce que Donald Trump a incarné pendant les 4 ans qu'il a mis à la Maison-Blanche. Dans la même logique qu'un certain Ronald Reagan, dans la même logique qu'une certaine Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, etc. Et les démocrates, pour moi, sont le mal et les républicains le pire. Et quand les pires ont pour leader un Donald Trump qui accentue encore de plus en plus ce qui semble être Pire. Pervers pour l'évolution des sociétés humaines, j'estime que c'est dangereux pour le monde entier. J'avais déjà posé cette question ici en demandant que est-ce que ceux qui sont au pouvoir ne font pas justement pas le lit de cette montée en puissance de l'extrême droite. Je la repose parce que si Donald Trump s'impose ainsi aux États-Unis, l'extrême droite de plus en plus en Europe, mais ça veut dire que ceux qui sont là ont fait quand même le lit. Il y a quand même des terreaux qui permettent cela, non? Non, mais moi je pense qu'on ne peut pas faire le lit de l'extrême droite lorsqu'on est au pouvoir. Ne serait-ce que pour le camp qui encourage la thèse de la droitisation du régime, de ces régimes-là. Il y a d'abord la préparation idéologique. Avant qu'on accède au pouvoir, on développe déjà les thèses de l'extrême droite. Et je pense que M. Ngouamzou l'a dit, les Américains développent d'abord la thèse du conservatisme. Oui. Et cette thèse du conservatisme amène donc à renier, sinon à ignorer l'existence d'autres peuples.
l'existence d'autres races, l'existence même d'autres courants idéologiques. Et de ce point de vue, je pense qu'à un moment donné, lorsque les Américains sont face à un pouvoir démocrate et qu'il y a des errements sur le plan, par exemple, sécuritaire, sur le plan économique, ils ont tendance à se replier. Ça ne peut pas étonner. Il faut regarder déjà l'origine du peuple américain. Disons, la majorité des Américains, ils sont blancs. Ils sont d'origine britannique. Et la position insulaire a beaucoup influencé la mentalité des Américains. Qui dit position insulaire, dit donc conservatisme, dit donc isolement, repli sur soi. Oui. Donc, de ce point de vue, je pense qu'à partir du moment où on développe en plus les thèses de l'extrême droite, eh bien, on accède au pouvoir parce qu'on renie, on pense qu'on est supérieur. On développe le complexe de supériorité. Et ce complexe de supériorité conduit forcément au radicalisme idéologique. Et la dangerosité ou le caractère dangereux de Donald Trump n'est plus à démontrer puisqu'il a développé cette thèse depuis. On a vu la première fois quand il a été à la Maison-Blanche, comment il a traité d'autres continents, la vieille Europe, comment il a traité l'Afrique d'un continent de, je ne vais pas citer l'expression. De quoi? Ben, il faut le dire. Continent de merde. Mais bien sûr, il faut le dire. À un moment donné, les Noirs, il les traitait. Et tout d'un coup, ce courant idéologique de l'extrême droite a donné le courage, par exemple, aux Brésiliens d'élire Bolsonaro à la tête de l'État, a inspiré les Argentins de pouvoir élire le président actuel et bien d'autres. Et en Europe, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la montée de l'extrême droite partout. C'est l'extrême droite qui fait des bons résultats au niveau électoral. Donc, de ce point de vue, je pense que dire que ceux qui sont au pouvoir font le lit de l'extrême droite, oui, peut-être dans une certaine mesure, par leur incohérence politique, mais en même temps, est-ce que le monde doit s'accommoder de cette montée en puissance de l'extrême droite? Mais je pense que le retour, si jamais Donald Trump était élu, ce retour au pouvoir de Donald Trump est inquiétant pour le monde entier. En fait, la question ici, ce n'est pas de s'accommoder, mais de relever quand même que, oui, c'est bien beau de relever la dangerosité justement de la montée en puissance de l'extrême droite et de Donald Trump de son retour à la Maison-Blanche. Mais pour soigner justement la pathologie, il faut bien poser le diagnostic. Si on ne prend pas véritablement conscience de l'incohérence justement de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qu'ils ne gèrent pas les sociétés selon les désidératas des peuples, et bien évidemment, ils vont se tourner justement là où ils se reconnaissent. Vous comprenez? Aujourd'hui, je pense que ce qui pose problème aux États-Unis, on ne peut pas dire que le mandat de John Biden a été un mandat négatif. On voit le chômage qui a baissé, on voit un certain nombre d'avantages. Les questions sécuritaires aussi sont relativement apaisées. Ce qui pose problème aujourd'hui, pour qu'on dise que les démocrates ont fait le lit du retour de l'éventuel retour de Trump au pouvoir, c'est peut-être la question de l'âge de Biden. Or, est-ce que la différence d'âge est criarde en tant que telle? L'un à 80... C'est même pas la... Non, 79 ans, 81 ans. L'écart d'âge n'est pas trop criard. Mais c'est beaucoup plus l'état, en fait, l'aspect... C'est la faiblesse cognitive de Biden et qui s'est révélée davantage avec beaucoup d'acuité lors du débat, le duel avec Trump. C'est ça le vrai problème. Même au sein des démocrates. Donc on ne peut pas accuser les démocrates d'avoir fait le lit parce que leur mandat est quand même un mandat assez intéressant sur le plan de la structuration des questions qui engagent la vie des Américains. Le chômage a baissé, la sécurité est quand même assurée. Mais en plus, ce sont ceux-là, notamment Donald Trump, qui défendent le port d'armes, qui causent des dégâts aux États-Unis. La tentative d'assassinat dont il a été victime a été causée, on va en venir, par un membre du Parti républicain. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas trop en vouloir aux démocrates d'avoir fait le lit. Mais qui était de connivence avec les démocrates, parce que le FBI a révélé ses fréquentations avec les barons
du Parti démocrate, le FBI l'a révélé. Et c'est apparu dans les différents supports médiatiques aux États-Unis. Bon, là n'est pas le problème. Nous allons donc continuer cette fois-ci, puisque vous parlez justement du port d'armes et de la tentative d'assassinat. Eh bien, nous allons donc repartir en Pennsylvanie, en plein meeting, lorsqu'il reçoit cette balle à l'oreille. D'accord? L'oreille en sang, le point de combat et de résistance levé. Donald Trump est exfiltré en plein meeting ce samedi 13 juillet 2024. Des images iconiques qui font le tour du monde en un temps record. L'ex-président des États-Unis d'Amérique et candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre 2024 vient d'essuyer des coups de feu tentant de l'envoyer en enfer alors qu'il prononçait son discours de campagne au fond de la Pennsylvanie, à l'est des États-Unis. Le FBI confirme la tentative d'assassinat exécutée par un jeune tireur de 20 ans et membre du Parti républicain. Le suspect est abattu sur le champ et une autre personne décède dans le public qui enregistre également 4 blessés. Les motivations de l'assaillant Thomas Matthew Crooks restent encore un mystère. Le projet d'élimination physique de Trump s'est mis en mouvement 48 heures avant son rendez-vous avec la convention républicaine qui doit se tenir ce lundi 15 juillet afin de l'investir comme candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle. Le coup de mort raté contre Trump a déclenché une pluie de condamnations à travers le monde entier. D'aucuns estimant qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un événement isolé, d'autant plus que le postulat central de la campagne de son adversaire Joe Biden est de dire que le président Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut à tout prix arrêter. Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat de Trump, accuse le sénateur de l'Ohio James David Vance, pressenti pour être le colistier de Trump. Après de nombreuses tentatives pour éliminer le candidat Trump de l'arène politique en utilisant les outils juridiques, il est évident pour un observateur extérieur que sa vie est en danger, assène le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Donnant de ces nouvelles au lendemain de sa tentative d'assassinat, le candidat Trump déclare, je cite, « C'est Dieu seul qui a empêché l'impensable ». Fin de citation. Alors, messieurs, au regard de ce que vous venez de suivre, donc la tentative d'assassinat visant Donald Trump en plein meeting électoral en Pennsylvanie, eh bien, peut-on considérer que la violence politique est inscrite dans l'ADN des Américains? Cette tentative d'assassinat politique de Donald Trump est l'expression de la violence qui caractérise la société américaine elle-même. Rappelez-vous que les États-Unis d'Amérique se sont constitués sur le socle de la violence. Les conquistadors, la conquête de l'Ouest, la guerre menée aux Amérindiens pour leur arracher leurs terres, leurs mines, etc. Moi, quand j'étais jeune, on aimait bien aller regarder les films westerns. Et à chaque fois, ce sont toujours les cow-boys, comme on les appelait à l'époque, qui prenaient le dessus sur les Amérindiens, les Indiens, comme on les appelait à l'époque. Et on n'avait pas idée du message qui était véhiculé à travers ces westerns-là. Le message qui était véhiculé était que ces blancs, pour parler en ce terme-là, venus d'Écosse, d'Irlande, du pays de Galles, de l'Angleterre, etc., venaient conquérir les terres qui n'étaient pas les leurs. Et pour les conquérir, il fallait tuer les Amérindiens et les amener à vivre dans des réserves, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Oui. Ça, c'est l'épisode même de la Constitution, le socle sur lequel s'est constitué les États-Unis d'Amérique. À l'époque de Western, le seul langage était le revolver. Dominé. On n'échangeait qu'à travers le revolver. Le langage de la force. Le langage de la force. Et puis on est arrivé à l'époque où ils ont pensé que pour développer de plus leur pays, après avoir parqué les Amérindiens dans des réserves, il fallait venir chercher d'autres peuples pour les réduire à l'esclavage. Ah oui. Ils sont venus en Afrique. Ils ont arraché de leurs terres des millions des Africains qu'ils ont fait travailler tels des bêtes de somme
dans des plantations de coton et de canne à sucre et dans les mines. Ils ont sevré l'Afrique de sa sève. Voilà. Et ça, c'est aussi l'expression de la violence des Américains. En plus, il y a eu la guerre de sécession, pendant laquelle le sud de l'Amérique a pensé que les Noirs devaient être toujours réduits à l'esclavage et travailler pour eux. Elle a duré jusqu'à ce que un certain Martin Luther King et bien d'autres encore se lèvent pour dire assez. Tout le monde. Déjà Abraham Lincoln a mis. Et qu'est-ce que cela leur a valu? Des assassinats aux États-Unis. Ça se caractérise, ça se voit aujourd'hui même par des organisations comme le Ku Klux Klan, qui n'est pas très loin de Donald Trump, qui, au vu au su presque de tout le monde, mène la chasse aux Noirs. Oui. Cette violence aussi s'est traduite dans l'histoire par la conquête des pays qui n'étaient pas les leurs. Ils ont mené la guerre aux Vietnamiens alors que le Vietnam est bien loin de l'Amérique. Ils ont conquis des terres et des pays en Amérique latine où ils ont implanté les républiques bananières en créant des latifundia qui, de mèche avec eux, exploitaient les cannes à sucre, les mines, etc. Récemment, ils ont envahi d'autres pays, comme l'Irak. Oui. Ils ont suscité une guerre en Syrie, sous prétexte qu'ils exportaient la démocratie en Afghanistan. Voilà l'histoire de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique est celle de la violence permanente. Et de faire des guerres partout. Donc, le fait qu'un Donald Trump, encore que, il faudrait revoir si cet attentat n'a pas été... bon, bref, je n'ouvre pas cette parenthèse. Voilà, donc moi je ne suis pas surpris que... Quelle parenthèse vous voulez? Non, bah, on peut trouver du grain. L'assassinat aurait été maquillé, aurait été préparé. Voilà, on peut trouver du grain amour. Oui, on peut trouver du grain amour là-dessus. Par qui? Par les bénéficiaires. Mais vous savez, et les bénéficiaires, c'est qui? C'est Trump. À qui profite le crime aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Voilà, oui, mais le vrai problème, c'est que nous ne disons pas que c'est cela. Monsieur Ngouamouzou a voulu ouvrir nous spéculons comme il a voulu ouvrir la spéculation. Lorsqu'on regarde le positionnement de l'acteur principal de cette tentative d'assassinat, lorsqu'on regarde la distance et puis les études balistiques qui peuvent être menées, on a l'impression que quelque chose de peu orthodoxe. C'était 230 mètres. 230 mètres pour un fusil qui peut faire mal à plus de 600 mètres et que la personne n'arrive pas à atteindre la cible. Parce que quand un homme politique est en mal de sa popularité ou en mal de popularité, tout peut être fait. Il souhaite un regain de popularité. Il souhaite un regain de popularité ou il cherche à se présenter en victime. Tout peut être fait. Machiavéliquement, ça peut être fait. Je vous rappelle la tentative d'assassinat de François Mitterrand. Lorsque Mitterrand était au plus mal de sa courbe de popularité, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mitterrand, on pense qu'il avait organisé cette tentative d'assassinat pour retourner l'opinion en sa faveur. Donc, de ce point de vue, lorsque M. Ngouamouzou le dit, j'ai tendance à vouloir suivre sa position, puisque la balle qui effleure l'oreille Trump est face au tireur. Et c'est au moment où il retourne la tête que finalement la balle vient effleurer son oreille. Bon. En attendant, les policiers avaient déjà été avertis qu'il y a témoins un homme suspect sur un toit avec un fusil. De deux choses l'une, ou les policiers, sachant ce qui allait arriver, ont laissé faire, soit pour faire assassiner Trump, soit pour faire en sorte qu'il y ait... On ne peut pas comprendre que les États-Unis sont supposés être l'un des pays où la le plus sécuritaire au monde. Le plus sécuritaire au monde. Mais un candidat à l'élection présidentielle, qui est d'ailleurs un ancien président, vient faire un meeting, il y a un cordon de sécurité, et puis on vous signale qu'il y a un sniper à quelques 230 mètres de là. Aucun policier n'a fait cas. Et c'est quand le pire devait arriver qu'on a abattu le sniper en question et qu'on forme un cordon de sécurité autour de Donald Trump, lui permettant donc de brandir le poing en l'air
se passer en victime. C'est vrai, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Mais il faut aller voir au fond de la préparation de cette tentative d'assassinat. Bref, on ne veut pas en venir là. Mais c'est pour dire que les thèses développées par M. Ngouamuzi aujourd'hui, ici, sont exactes. La société américaine est une société caractérisée par la violence. C'est une société violente. Une société violente où on tue presque chaque minute, où on viole presque chaque minute, et où tout doit s'obtenir par la force. Chacun est autorisé à détenir une arme. Une arme. Les thèses de port d'armes défendues par Donald Trump, ben, il est victime de ses propres thèses, de sa propre défense, parce qu'il défend le port d'armes. Il ne veut pas qu'on arrive à l'abrogation de la loi autorisant le port d'armes aux États-Unis. Et aujourd'hui, ça a failli lui être fatal. Organisé ou pas, maquillé ou pas, mais ça a failli lui être fatal. Ou à d'autres. Donc, ou à d'autres. Ceux qui étaient dans son entourage. Aujourd'hui, pour une élection, et puis les États-Unis ne sont pas, disons, la tentative d'assassinat de Donald Trump n'est pas le premier fait violent contre un homme d'État américain. Il y a eu des tentatives, il y a eu des assassinats. Donc, de ce point de vue, nous pensons que, bon, les Américains qui peuvent développer les thèses qu'ils veulent, mais le monde entier retient une seule chose aujourd'hui, c'est la violence qui caractérise ce pays. Et je voudrais également aussi relever d'un autre côté que les présidents qui se sont fait assassiner, il y avait aussi des cordons sécuritaires. Donc, c'est pour cela que dans ces assassinats-là et dans ces expressions de violence aux États-Unis, tout est clair-obscur. Oui. Prenons l'exemple de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Suivons d'abord le document sur l'histoire des présidents assassinés et les autres tentatives d'assassinat. D'accord? Comme ça, avec beaucoup plus d'arguments, on va développer, on va expliquer. OK? Tout au long de l'histoire politique des États-Unis, l'élimination physique et autres tentatives d'assassinat des présidents américains restent un marqueur très fort des violences politiques dans ce pays. L'attaque par balle de l'ex-président et candidat républicain Donald Trump en plein meeting électoral en Pennsylvanie, samedi 13 juillet 2024, est donc loin d'être le premier acte de cette violence politique. Mais la dernière tentative d'assassinat d'un locataire de la Maison-Blanche remonte à plus de 40 ans. En 1981, le républicain Ronald Reagan avait reçu une balle à bout portant à quelques centimètres du cœur, échappant de peu à la mort. Cependant, d'autres présidents américains n'ont eu aucune chance de survivre. 4 au total ont été assassinés depuis le 19e siècle. Abraham Lincoln est le premier à ouvrir la série de meurtres prémédités des élus of White House. L'acteur John Booth lui tire dessus le 14 avril 1865 pendant qu'il regarde une représentation dans sa loge du théâtre à Washington. Le 2 juillet 1881, James Garfield est abattu dans une gare de Washington par un avocat, Charles Guiteau. Le 6 septembre 1901, William McKinley tombe sous les balles d'un anarchiste. Léon Zoglos tire 2 coups de gun sur le président McKinley alors qu'il visite une exposition d'art plastique dans l'État de New York. Les images iconiques des coups de feu sur Donald Trump le 13 juillet 2024 en Pennsylvanie, en plein meeting électoral, ravivent de terribles souvenirs de l'emblématique assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas en 1963. S'agissant des tentatives d'assassinat contre les présidents américains, la première eut lieu le 30 janvier 1835, alors que Andrew Jackson échappe au tir de Lawrence Rickard. Le 14 octobre 1912, John Schrank loge une balle dans la poitrine de Theodore Roosevelt, qu'il gardera d'ailleurs en lui toute sa vie. Le 15 février 1933, Franklin Roosevelt est visé à son tour par 5 balles qui passent à côté. La même règle s'appliquera à Harry Truman le 1er novembre 1950. Dans la même année 1975, Gerald Ford fait face à 2 tentatives d'assassinat. Et le 10 mai 2005, George W. Bush vit la terrible épreuve sur la place de la Liberté en Géorgie lorsqu'une grenade réelle est lancée sur le podium alors qu'il prononce un discours. Cette chronologie des événements
événement tragique démontre objectivement que l'histoire politique des États-Unis est bien émaillée d'empreintes de violence meurtrière. Vous venez donc de suivre là ce document sur l'histoire que j'ai essayé de résumer. Alors, vous voulez développer justement la thèse de cette violence politique. Mais l'élément que vous voulez parler particulièrement vous venez de présenter confirme que la violence est inhérente à la société américaine. Parce que c'est une société au sein de laquelle on retrouve des lobbies politico-économiques. On retrouve la mafia. On retrouve de simples forcenés, illuminés, ayant perdu le nord, comme on dit généralement. Tout ce mélange-là fait en sorte... Ouais, tout ce mélange fait que la violence est là à tout bout de champ en Amérique. Il a été cité, par exemple, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. L'emblématique assassinat. Le présumé assassin, un certain Oswald, avait été arrêté. Mais au moment de le conduire au tribunal, quelqu'un d'autre est venu le fusiller à bout portant. Et jusqu'à aujourd'hui, cette énigme n'a jamais été décodée. On ne sait jamais qui et pourquoi a-t-on tué John Fitzgerald Kennedy. Je suis sûr qu'on ne saura jamais qui est derrière la tentative d'assassinat de Donald Trump, puisque celui qui a tiré a été abattu sur le champ. Donc, la société américaine, elle est ainsi. Et elle est mal placée, je le dis, elle est mal placée pour donner des leçons de démocratie, des droits de l'homme, pour être l'exportateur des valeurs fondamentales, de justice, etc. Parce que c'est une société qui ne fonctionne qu'avec la violence. Ce document est venu confirmer ces thèses qui ont été développées. Donc, tout simplement, ce que nous déplorons, c'est ceux qui veulent suivre le mode de vie américain, l'American Way of Life, c'est-à-dire ce mode de vie qui ne véhicule que l'expression de la violence, où tout s'obtient par la force, et même dans le monde politique. Et tout cela vise à soumettre le monde face à la volonté américaine. Nous l'avions vu, on a exporté la violence jusqu'en Irak en disant que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive, ce qui n'a jamais été prouvé. Mais en plus de cette violence américaine est adossée sur le mensonge lorsqu'il s'agit des relations bilatérales ou multilatérales. Voilà un pays qu'on a détruit, l'Irak, qui n'avait aucune dette. C'est vrai que Saddam Hussein, on l'a taxé de dictateur, mais c'est un pays qui était, grâce à son pétrole, qui n'avait pas de dette, qui a peut-être développé aussi des thèses expansionnistes par rapport à son invasion au niveau du Koweït. Mais en même temps, tout ce qu'on a développé sur l'Irak, aujourd'hui, le monde entier se rend compte que ça a été un mensonge international entretenu, savamment orchestré par les États-Unis, juste pour aller exporter la violence au niveau de ce pays pour des motivations pétrolières. Donc, ce point de vue, je pense que, comme le disait M. Ngouamzu, les Américains sont tout à fait mal placés, eux qui défient chaque jour les lois de la morale, eux qui défient chaque jour, qui bafouent chaque jour les droits de l'homme, eux qui entretiennent un mensonge d'État permanent, eux qui entretiennent un mensonge grossier et qui entretiennent la violence permanente au niveau de la gouvernance politique, organisent des guerres partout dans le monde. Ces pays mal inspirés qui inscrit les autres pays dans l'axe du mal est véritablement le premier axe du mal qui puisse exister au niveau du monde politique. Autrement dit, donc, voilà un pays qu'on nous vend comme étant le modèle universel, le merveilleux foyer de diffusion de la démocratie, nation des droits de l'homme, chantre justement des libertés fondamentales, donc finalement n'en est pas un modèle. Les États-Unis ne constituent nullement un modèle à exporter. Peut-être sur le plan de développement infrastructurel, oui, mais sur le plan même de la stabilité, ou bien de la stabilité psychique et psychologique et politique de ces ressortissants, comme M. Ngouamzu l'a dit, ce sont des fous en permanence, ce sont des fous en liberté. Parce que rien n'explique qu'un citoyen américain débarque dans une école
ou dans une boîte de nuit, commence à incendier et commence à tuer tout le monde. Et on dit c'est un déséquilibré mental. Donc, de ce point de vue, je pense que si c'est cela, le mode de vie américain, ben, nous les Africains, nous sommes encore mieux. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, si ça se passait justement en Afrique, qu'aurait été, selon vous, l'attitude des leaders, des dirigeants américains, et de la presse américaine? D'abord, les questions d'âge. Si on pense que les présidents africains sont d'abord trop vieux, il faut voir ce qui se passe aux États-Unis. Qui sont ceux qui sont candidats? C'est des gens qui ont dépassé largement 80 ans, 75 ans. Donc, de ce point de vue, si ça avait été le cas des Africains, on disait que les Africains étaient des gens qui ont une appétence pour le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, on voit aux États-Unis ceux qui prétendent occuper le poste, disons le fauteuil présidentiel. Il y a déjà Joe Biden, 82 ans. Il y a Donald Trump, 78 ans. Donc, qu'on ne nous rabâche pas l'histoire de l'âge au pouvoir. Oui, alors, et même, je pourrais dire que le refus systématique de Joe Biden de se retirer de la course à la Maison-Blanche en dit long sur l'appétence du pouvoir, et même le fait qu'il pose comme condition de retrait un diagnostic médical qui prouve qu'effectivement, il a un réel problème qui handicape sa capacité à assumer pleinement le pouvoir. Alors maintenant, nous poursuivons et je voudrais dire, bon, selon vous, puis de Joe Biden, pensez-vous vraiment que... Mais M. Ngouamezu a dit tout à l'heure que dans toute situation, il y a le mal et le pire. Et le pire. Donc, il y a le mal et le pire. Je ne sais pas qui est le moindre mal entre Biden et Trump. Qui est le moindre mal? Trump est tout aussi âgé que Biden, même s'il y a un petit écart. Mais en même temps, on a prouvé tout à l'heure le caractère dangereux du retour de Trump au pouvoir pour la stabilité du monde. Non, je ne parle plus de ça. Là, je parle de ce que Biden lui-même dit, c'est-à-dire qu'il pose comme condition de retrait un diagnostic médical qui prouve qu'il ne peut plus assumer. Mais quand lui-même s'exprime... Voilà. Eh ben, il a raison, parce que personnellement, je ne suis pas pour les âges planchers ou plafonds en ce qui concerne... Pas les âges, c'est la santé, c'est sa santé. Oui, mais je voudrais en venir. Les faiblesses cognitives. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que je dis que par principe, personnellement, je ne suis pas pour l'âge plancher ou l'âge plafond. Parce que dès qu'on est électeur, on doit aussi être éligible. C'est un principe qui doit s'appliquer à tout le monde. Dès qu'on t'appelle pour aller déposer un bulletin de vote dans l'urne, tu dois être capable aussi de te porter candidat à une élection. Mais seulement en ce qui concerne Biden, ce n'est pas tellement le problème de l'âge qui se pose. C'est le problème de ses capacités physiques et cognitives à pouvoir diriger dans les 4 ans qui vont arriver là, le pays le plus puissant au monde militairement, où on peut appuyer sur la gâchette nucléaire et détruire le monde entier, économiquement, etc. etc. C'est ça le danger, ce n'est pas l'âge. L'âge, bon. Justement, et c'est là où je rebondis, c'est justement par rapport à sa santé. Je ne parlais pas de l'âge en fait. Oui. Alors, si jamais Biden se retirait, parce qu'effectivement, quand on suit tous les informations, beaucoup de démocrates ont effectivement émis leurs doutes à Biden en signalant, en disant même que, bon, effectivement, les démocrates risquent de perdre la majorité et qu'il valait mieux pour Biden partir. Maintenant, si jamais il partait, est-ce que, effectivement, les démocrates ont une solution de rechange? Bien, il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Je suppose, je ne suis même pas, je suis convaincu que les démocrates recèlent en eux un certain nombre de hauts cadres aguerris à la chose politique, formés dans des bonnes écoles qui peuvent prendre le relais. Question, se sont-ils préparés? Ça, c'est la première interrogation. Parce qu'on vient de déceler les défaillances ou les faiblesses ou les carences de Biden, tout juste là. Surtout lors de son débat avec Trump. Oui. Bon, donc, est-ce que quelqu'un d'autre est préparé que lui à prendre le relais? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que
pendant tout ce temps qu'il se préparait à être de nouveau candidat des démocrates à l'élection présidentielle, il a accumulé un trésor de guerre, des donations diverses, de l'argent qui lui est venu de partout. Et selon certaines informations, ce trésor de guerre est aussi important que celui de Trump. Va-t-il accepter de le céder à quelqu'un d'autre? Troisième question, il a éventuellement une vice-présidente de la République, Kamala Harris. Qu'adviendra-t-il de son cas? Qu'adviendra-t-il? Parce que si c'était elle a, selon les Américains, plusieurs, on peut appeler ça des défauts. Elle est noire, c'est une femme. Ce ne sont pas des défauts, ce sont plutôt des désavantages. C'est pourquoi je dis, mettez ça entre eux. C'est pourquoi j'insiste, pour les Américains, elle est noire. Hein? C'est une femme. La société américaine est misogyne. Ils ne sont pas prêts. S'ils n'ont pas voulu de Hillary Clinton, je ne suis pas sûr qu'ils voudront d'une Kamala Harris, qui plus est. Et comme je l'ai dit, est noire. Ce serait un grand risque qu'il couvrirait et qui ouvrirait un boulevard sous les pieds de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas une hypocrisie politique de la part des militants démocrates? Parce que je pense qu'ils devaient se rendre compte, eux qui fréquentent Joe Biden au quotidien depuis qu'il est au pouvoir, ils devaient se rendre compte de l'affaiblissement de ses facultés cognitives tout le long du mandat. Et même physique. Et même physique, parce qu'on a vu les chutes. Il s'écroulait tout le temps en prenant un avion, en entrant dans une salle. On se rend compte de son affaiblissement. Mais de ce point de vue, ils ont laissé. Le véritable problème, c'est qu'à partir du moment où on est président en exercice, il n'y a pas dans son propre parti des élections primaires. Donc, ils ne se sont pas préparés à un éventuel remplacement face à Joe Biden, même avec Trump. Donc, de ce point de vue, changer de candidat à quelques 2 ou 3 mois de l'élection présidentielle, c'est quand même un risque assez osé. Et de ce point de vue, on parle d'un certain gouverneur, on a essayé de déceler 3 ou 4 acteurs, mais va se poser donc le problème de la préparation psychologique, la préparation matérielle, la préparation surtout financière. Les élections aux États-Unis coûtent assez cher. Et la question posée par M. Ngouamezu est fondamentale. Est-ce que Joe Biden pourrait céder le trésor de guerre qu'il a pu accumuler grâce aux donations, tous ces atouts-là? Or, lui, à la limite, s'il le faisait de manière volontaire, mais à partir du moment où on veut lui contraindre, il peut bloquer les leviers de tout ce qu'il a comme... de tout ce qu'il détient comme trésor de guerre. Voilà, de tout ce qu'il détient. Mais s'il avait fait de manière volontaire, il pourrait dire, bon, que quelqu'un d'autre continue le chemin, je ne peux plus, et voilà ce que je voulais. Mais or, on veut forcer, on le pousse à la sortie. Et de ce point de vue, je pense que c'est un risque. C'est un risque. Et la situation commence à être compliquée pour le Parti démocrate. Et très honnêtement, avec tout l'environnement qui est en train de conditionner favorablement le retour de Donald Trump, à moins d'une grande surprise, je ne vois pas très bien les démocrates remporter cette élection. Mais cela dit, de mon point de vue, ce serait quand même avantageux pour les démocrates de trouver un plus jeune, un plus battant, un plus frais, comme viennent de le faire les républicains en choisissant J.D. Vance, qui a à peine 39 ans et qui développe les mêmes thèses que Trump, alors qu'en 2000, il était du côté de Trump, il déversait beaucoup de choses sur Donald Trump. Bon, mais je dis, de mon point de vue, on n'est qu'à 4 mois de l'élection. Ce serait quand même avantageux pour les démocrates de choisir quelqu'un de plus frais, de plus jeune, de plus battant. Parce que les images que nous ont montrées, la télévision lors du débat Trump-Biden inquiètent beaucoup. Oui, c'est ce que dit... Pour ceux qui ont le cœur à gauche comme moi. C'est ce que dit Schumer, le chef de file de la majorité démocrate au Sénat. C'est ce qu'il dit, comme l'ancienne
présidente de la Chambre des représentants. Oui, le choix d'un candidat très jeune pour se situer à Biden peut remobiliser l'électorat de la gauche, l'électorat démocrate, peut remobiliser ou bien peut motiver comment on appelle, surtout les ceux jeunes qui hésitent, l'électorat qui jusque-là hésite de pouvoir se faire un choix entre la gauche, entre les démocrates et les républicains. Donc, un regain d'intérêt politique peut être observé si jamais un jeune arrivait du côté des démocrates, parce qu'il n'y a pas que l'opinion nationale ou internationale qui juge inapte la position de Biden aujourd'hui, mais il y a déjà des velléités d'opposition au sein même du Parti des démocrates, comme le chef de file des sénateurs. Je vais vous le dire, hein. Nancy Pelosi, ancien président de la Chambre des représentants, a dit à Biden qu'il risquait de détruire les chances des démocrates de remporter les législatives s'il ne se retirait pas de la course à la présidentielle. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré Joe Biden qu'il serait préférable qu'il se retire de la course pour le bien du parti. À la Chambre des représentants, le chef de file des élus du Parti démocrate, Hakeem Jeffrey, exprime leur inquiétude dans leur rang quant à la possibilité que Biden les prive d'une majorité. Moi, je ne veux pas tirer... Je ne tire pas je ne veux pas tirer de parallèle avec ce qui s'est passé au niveau de certaines situations que nous connaissons dans les pays africains. Mais aujourd'hui, cette image renvoie un peu à la pratique du pouvoir politique en Afrique, où il y a des tractations dans l'ombre. Quand un chef d'État ne peut plus remplir sa tâche, ces tractations qui lui demandent de partir, et d'autres qui pensent que pour leurs intérêts, il faut qu'ils se maintiennent, et on arrive à des situations... C'est ce que le Gabon a connu. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne voulais pas tirer de parallèle. On ne tire pas de parallèle, mais nous parlons avec lucidité. C'est ce que le Gabon a connu et qui a conduit au coup de libération du 30 août 2023. Absolument. Il faut le dire clairement, avec lucidité, parce que c'est la vérité. Oui, tout simplement parce que derrière toutes ces tractations, il y a des enjeux de clan. Il n'y a pas que le Gabon qui a connu cette situation en Afrique, l'Algérie a connu la même situation. L'Algérie, avec la prééminence de l'armée de libération nationale dans l'arène politique, et avec tous les lobbies politiques et économiques, c'est difficile de trancher sur ce type de situation-là. D'accord. Bon, au Gabon, comme vous le dites, elle a été tranchée par un coup d'État. Ben, c'est comme en Algérie, mais il est difficile pour les Américains de procéder de la même façon. Eux, ils procèdent par des attentats. Alors donc finalement, le Parti démocrate est en train de glisser vers une crise interne, une crise politique interne. La crise est déjà là. Elle est là. La crise est déjà là. La crise est déjà là. Alors donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Donc, dernière question pour conclure. Si d'aventure Trump revenait au pouvoir, qu'adviendra-t-il du multilatéralisme, notamment l'OTAN, l'Europe, la guerre en Ukraine avec la Russie, la Chine, la guerre Israël-Hamas? Ça, c'est une très bonne question parce que du temps de Donald Trump, quand il a gouverné l'Amérique jusqu'en 2020, il s'est installé dans le monde une unipolarisation des relations internationales. C'est l'Amérique qui avait tendance à tout dicter. Heureusement que du côté de l'Asie, il y a la Chine qui a fait le contrepoids, et puis il y a la Russie qui a levé le... Mais paradoxalement, et aussi curieusement que cela puisse paraître, on observe une connivence entre les forces qui soutiennent Donald Trump et lui-même et la Russie de Poutine. Depuis le premier mandat. C'est aussi curieux que cela puisse paraître. Mais par contre, ce qui pourrait être remis en cause pour les Européens, pas pour les Africains, c'est la solidité de l'OTAN. Parce que Donald Trump a une autre perception du fonctionnement de cette organisation de l'Atlantique Nord. Il estime que c'est un gouffre à sous pour les États-Unis. Il en serait également autre de la guerre israélo-palestinienne. Parce que n'oubliez pas que Donald Trump est celui qui avait fait déplacer la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, qui s'y a soulevé un tollé, parce que historiquement,
c'est un problème que la communauté internationale cherchait encore à régler avec la rigidité de l'État hébreu. On a parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Paradoxalement, Donald Trump n'est pas très favorable au financement de la guerre en Ukraine à la faveur du pouvoir de Volodymyr Zelensky. Donc, c'est tout un bouleversement au niveau des relations internationales qui pourrait avoir lieu si d'aventure ce monsieur revenait au pouvoir. Il faut tout simplement dire que le monde retient son souffle encore pendant 3 ou 4 mois. Le moindre mal, malgré son état cognitif, le moindre mal pour les relations internationales, pour le multilatéralisme, ce serait que Joe Biden, si sa candidature ou les démocrates, ou un autre démocrate, que les démocrates arrivent ou se maintiennent à la Maison-Blanche. Mais si d'aventure, comme cela semble se dessiner, c'est le va-t-en-guerre Trump, du va-t-en-guerre Trump, il y a un bouleversement géopolitique international auquel on aura droit, notamment la question de la guerre en Ukraine, parce qu'il a déjà déclaré que dès qu'il est au pouvoir, la guerre en Ukraine est terminée. Il coupe les financements. Et dès qu'il coupe les financements, il faut prévoir tout simplement la défaite ou la débâcle de l'Ukraine et le terrain conquis par Vladimir Poutine. Et du coup, au niveau de la guerre israélo-arabe, au niveau du Moyen-Orient, je pense qu'à ce niveau, ce sera encore le tout Israël auquel on aura droit. Auquel on a même droit en ce moment. Parce que autant les États-Unis, le pouvoir, le régime de Biden envoie des armes à Israël, autant on envoie des sacs de farine aux Palestiniens de la bande de Gaza. Donc, ce point de vue, il va encore aggraver une telle situation. Le souffle qu'on retient. Et on a besoin d'un équilibre des forces au niveau du monde. Cela veut dire qu'il faut plusieurs pôles qui s'équilibrent, ce qui évite que une très grande domination américaine sans l'équilibre de ces forces au niveau international. D'accord, ok. Merci. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Il n'y a pas une très grande différence que Donald Trump soit à la Maison-Blanche ou Biden s'agissant de la guerre en Israël. C'est un peu la même chose. Hein. Oui, c'est oui. Alors donc, merci d'être venu sur ce plateau. Et merci pour toutes ces explications. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve donc mardi prochain à 21h. Mais déjà, n'oubliez pas, demain, rediffusion à 10h de cette émission. Au revoir.